Ok, donc je pense qu'il est 16h GMT à ma montre. Encore une fois, salutations à vous, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue dans la session ouverte d'information qui a été promise. Voilà, chose promise, chose due. Stan, je vois ton message dans le chat. Merci beaucoup. Déjà, une chose que je vais vous demander de faire, c'est de, s'il vous plaît, mentionner le nom de la ville où vous vous trouvez en ce moment dans le chat, s'il vous plaît. Parce qu'on va utiliser ça pour faire une petite démonstration tout à l'heure. Ok, donc il y a de nouvelles personnes qui rejoignent. Donc je vais essayer de rappeler ça toutefois que quelqu'un d'autre nous rejoint. Donc encore une fois, je vous prie de mentionner dans le chat le nom de la ville où vous êtes en ce moment. Parce que nous allons utiliser le nom de cette ville-là Viewer, Admit. Ah oui, là il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se connecter en ce moment. Ok, bonne arrivée à tous, bonne arrivée à tous. Voilà, c'est vrai qu'on parle souvent de l'heure africaine, bon, donc j'ai essayé de faire différemment aujourd'hui. Mais bon, là, il y a des gens qui sont en train de venir en ce moment. Donc, voilà, si on peut échanger pendant, voilà, disons 2 3 minutes avant de commencer la présentation officielle. J'aimerais aussi vous prier de désactiver vos microphones, s'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait. Euh, voilà. À moins que vous ayez une question, hein, bien sûr, vous pourrez activer vos microphones pour ça. Alors, donc, je regarde rapidement dans le chat. Ok, Abidjan, Dakar, New York, Bankas. Alors, monsieur Lamine Gendo, Bankas se trouve dans quel pays? Et Roselyne à Toulouse. Roselyne, je pensais que j'étais à Paris. Ah, ok, d'accord. Là, je suis pas un bon ami. D'accord. Monsieur Lamine Gendo dit Bankas, Mali. Super. Donc, Stan se trouve à Paris. Stan, je pense que tu es l'ami de Guiti Chek. Il m'a parlé de toi. Et bonne arrivée, en fait, sur notre session d'information. Ok. Gilles Christ Ané, Monsieur Ané dit Dakar. Ok, c'est superbe. Et Monsieur Jean Aguilar dit Luxembourg. Superbe. Superbe. D'accord. Ok, superbe, superbe. Donc, avec votre permission, 60 secondes de plus. Et nous allons commencer avec la présentation qui est prête et qui ne demande seulement qu'à être donnée. Ok, encore une nouvelle personne. Mister Daniel Noimand, bonne arrivée frère, j'espère que tu vas bien. Ok, super, super, bonne arrivée. Mhm. Ok, d'accord, donc les 60 secondes sont passées, hein. En tout cas, au fur et à mesure que les gens vont nous rejoindre, je vais les admettre. Euh, mais nous allons déjà commencer la présentation. Je tiens à dire que la présentation est enregistrée afin que, bon, des personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui, ah oui, donc voilà, de nouvelles personnes encore, il faut que je puisse admettre. Ok, bonne arrivée, madame ou mademoiselle Sangaré. Soyez la bienvenue. Alors, donc, comme je disais, la présentation, en fait, elle est enregistrée afin que les gens qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui puissent en fait suivre ce que nous allons faire aujourd'hui. Ok, donc, sur ce, je vais, disons, partager mon écran. Euh, une seconde. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je demandais tout à l'heure de, s'il vous plaît, nous faire savoir dans quelle ville est-ce que vous êtes. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir cela dans le chat, s'il vous plaît. Faites-nous savoir cela dans le chat. Ok, your entire screen. Euh, ok, et donc, j'aimerais aussi que vous puissiez confirmer que vous arrivez à voir mon écran. Euh, Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Euh, ok, Daniel est à Courbevoie. Ok, d'accord. Ok, donc la présentation était là tout de suite. Donc je suis en train de la mettre encore. Ok, d'accord. Donc là, je suis en train de lancer les choses et nous allons débuter.
Merci pour votre patience. Ok, donc ça continue toujours de rejoindre fort, hein. Ok, donc... Ok, d'accord. Donc, encore une fois, soyez les bienvenus. Très content que vous soyez là. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps dans votre emploi du temps très chargé pour nous rejoindre aujourd'hui. Ok, donc nous allons parler de la formation à la science des données, donc souvent qui est dit data science. Alors, comme vous savez, très souvent, on emprunte des mots à la langue anglaise pour pouvoir s'exprimer même en français. Voilà. Donc, nous allons parler de la formation à la science des données avec un outil bien spécifique qui s'appelle R. Et donc, nous allons parler de ça. Ok, d'accord. Alors, la session d'information aujourd'hui et la formation elle-même est offerte par une structure naissante, une structure qui, en tout cas, vient de naître du nom de Kingdom Academy, dont voici le logo. Alors, qui sommes-nous à Kingdom Academy? Alors, Kingdom Academy, c'est, disons, une équipe de 3 personnes que voici. Donc, ici, c'est moi. Et donc, je vais me présenter dans pas longtemps avec mon épouse, du nom d'Esther, et le patron de toute l'équipe, si vous voulez, son nom c'est Nitani. Voilà. Et donc, je vous présente encore l'équipe Kingdom Academy. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est nous qui allons animer la formation. Euh, et je vais essayer de répéter ça toutes les fois. J'aimerais encore vous dire, s'il vous plaît, toutes les fois que, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous prie de, s'il vous plaît, mentionnez le nom de la ville où vous êtes dans le chat. Ok. Alors, le formateur. Donc, on va parler de celui qui va animer en fait la formation elle-même concernant la science des données. Ok, donc il s'agit de moi. Mon nom c'est Ghislain Nono Gay. Et donc, je suis ivoirien. Je suis né, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Je suis aussi camerounais de par ma mère. Donc, je suis ivoiro-camerounais, si vous voulez. Donc, ce sont mes origines. Je suis docteur en économie. Donc, s'il y a des économistes parmi nous, mon secteur en fait de spécialisation s'appelle l'économétrie des séries chronologiques. Donc, c'est ce que je fais en fait à la base. Je suis en ce moment enseignant-chercheur dans une université dans l'État de la Louisiane aux États-Unis qui s'appelle Louisiana Tech University. Vous aurez l'occasion de voir une image dans quelques secondes. Et en parallèle, en fait, à ma position d'enseignant-chercheur ici, je suis aussi data scientist. Alors, c'est difficile à traduire en français. J'ai cherché, voilà, mais scientifique des données, si vous voulez, on va dire ça comme ça. Mais souvent, le terme data scientist est utilisé même dans le monde francophone. Ah, donc, on va parler un peu de mon parcours parce que si je suis formateur, c'est important que vous sachiez ce par quoi je suis passé. Ok, donc, alors j'ai fait une école primaire qui s'appelle Saint-Zibo. Ici, il y a ma voisine en fait de ceux deux, du nom de Roselyne Quadio. Voilà, et c'est dommage, j'ai cherché de belles images de mon école primaire que je n'ai pas pu trouver. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai dû sauter. Alors, nous sommes, je pense, pour la plupart africains ici. J'espère que nous mettrons notre, voilà, nous ferons notre contribution pour que nos écoles primaires, nos lycées et tout ça aient des sites internet parce que nous sommes à l'âge du numérique aujourd'hui. Je pense que c'est important. Donc, j'ai eu un bac C au lycée mixte de Yamoussoukro, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Par la suite, j'ai eu un bachelor en économie. Donc, ça, c'était ma filière principale. Et ma filière annexe, c'était comptabilité dans une université qui s'appelle Central University, qui se trouve à Accra, au Ghana. Donc, c'est là que j'ai fait mon cycle universitaire, le premier cycle universitaire. Juste après cela, j'ai obtenu mon master's et mon PhD en économie dans une université qui se trouve dans l'État de l'Alabama aux États-Unis, donc Auburn University. Donc j'ai obtenu le doctorat sous la supervision du docteur Hyung-Woo Kim, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. C'est un un professeur en économie de Corée du Sud. Voilà, donc c'est une image de mon université là. Et d'ailleurs, c'est là-bas que j'ai commencé à enseigner. Donc ici, vous me verrez en train d'enseigner un amphithéâtre. Cette image-là, en fait, disons, a beaucoup de valeur pour moi. Pourquoi? Parce que j'étais étudiant, en fait, pendant que j'enseignais là. Et mon département, pour la première fois, a permis à un étudiant d'enseigner dans un amphithéâtre. Alors, les étudiants qui enseignent, ce n'est pas anormal dans notre système ici. Cependant, les amphithéâtres, c'est pour les professeurs.
Alors, donc, pour les petites classes qui m'avaient été données, j'avais eu des évaluations excellentes. Et donc, pour la première fois dans l'histoire du département, selon ce que mon chef de département me disait, un amphithéâtre m'a été confié, en fait, pour la formation des étudiants. Donc, c'est une image qui a beaucoup de valeur pour moi. Et là, c'était un cours aussi que j'ai offert. Et donc, ce jour, j'ai décidé qu'on fasse cours dehors, en fait. Parce qu'il faisait froid, donc on venait juste de sortir de l'hiver. Et donc, je me suis dit, ah tiens, allons profiter des rayons de soleil et tout. Donc, on a fait cours dehors ce jour-là. On a profité pour prendre une photo. Et je vous disais tout à l'heure que je suis enseignant-chercheur à Louisiana Tech University. Voilà, donc ici, c'est une image de ma faculté. Voilà, qui est le College of Business, donc la faculté d'affaires, si vous voulez. Voilà. Je m'excuse. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il est en train d'essayer d'utiliser le lien et que ça ne marche pas. Je ne sais pas trop pourquoi. Excusez-moi, permettez-moi de répondre à cette personne. D'accord. Voilà, donc voici une image de ma faculté, comme je disais. Ok, donc on va commencer à parler du monde de la science des données. Plusieurs d'entre vous m'ont contacté et m'ont fait savoir que ils ont entendu data science, ils ou elles ont entendu le terme data science et ainsi de suite, mais ne savent pas réellement de quoi il s'agit. Et donc j'ai décidé en fait dans ma présentation d'ouvrir une petite lucarne dans laquelle je vais parler de ce que c'est que la data science. Mais pour comprendre en fait la science des données, il faut d'abord comprendre c'est quoi les données. Voilà. Et il est important de savoir que nous vivons dans l'ère des données. Donc, c'est, disons, la deuxième section de ma présentation. Voici un fait qui est ahurissant. Imaginez-vous, et je lis, que la quantité de données produites dans le monde durant les 5 dernières années est largement supérieure à toute la quantité de données produites dans le monde tout au long du XXe siècle. Alors, imaginez-vous, quantité en 5 ans supérieure, strictement supérieure que quantité produite tout le long d'un siècle, c'est-à-dire 100 ans. En fait, c'est une statistique qui est ahurissante, mais qui en fait parle du fait que nous vivions en ce moment dans l'ère des données. Et la manière dont les données sont devenues abondantes et voilà, et très très importante pour tout ce que nous faisons, pour toutes nos activités, c'est quelque chose qui est indéniable aujourd'hui. Je vous présente ici, disons, des estimations de combien de données sont générées de par le monde, en fait, chaque année. Alors ici, on commence en 2010, et après, bon, là, on va jusqu'à 2024, ça veut dire que ce sont des estimations futures, ce sont ce qu'on appelle le forecasting. Alors, j'aimerais que vous voyez qu'en l'espace de 10 ans, on passe de 2 zettabytes en 2020 à 59 zettabytes. Alors, essayez de regarder le pourcentage de croissance, de génération de données, en fait, de production de données de par le monde. Une autre chose intéressante à savoir, c'est que nous sommes habitués aux kilo-octets, méga-octets, giga-octets. Aujourd'hui, on parle des téra-octets et tout ça. Mais il y a tellement de données que de nouvelles mesures de nouvelles mesures en fait sont en train d'être créées pour juste pouvoir appréhender la quantité de données qu'il y a. Alors, je reçois un message qui me dit, et vraiment, n'hésitez pas du tout à m'envoyer des messages hein, lorsque vous avez des questions ou même désactiver votre micro et parler. Alors, Hector dit, je ne vois pas ton écran. Alors, Hector, mon écran, en fait, il doit avoir en fait un graphe en ce moment. Si tu dois avoir de petits carrés en fait sur ton écran, si tu cherches à voir les autres carrés, tu vas voir en fait un des carrés qui est mon écran. Aussi pour ceux qui ne sont pas très habitués à utiliser en fait Google Meet, ok, Hector dit que c'est bon. Sur mon écran, si vous voulez voir en grand, il y a il y a une petite icône en fait qui est comme, disons, c'est pas une épingle, mais c'est l'icône qui est juste à gauche du micro. Si vous cliquez cette icône-là sur mon écran, l'écran va devenir grand. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à voir mon écran de façon normale en ce moment. Ok. Donc, alors ici, cette image vous est présentée juste pour vous montrer que aujourd'hui, les données sont en train de grandir, c'est-à-dire les données qui sont produites en fait chaque jour, chaque année, chaque mois, chaque seconde. Ces données sont en train d'être produites de façon, c'est-à-dire la croissance est exponentielle, comme vous arrivez à voir. Et donc, en 2024, ce qui est prévu, c'est qu'on soit à 149 zettabytes. J'étais en train de parler du fait que, de nouveau,
de nouvelles unités de mesure sont créées en fait pour pouvoir juste comprendre combien de données sont générées ou sont produites dans le monde. Et voici très rapidement un tableau de conversion. Alors aujourd'hui, nous avons même les Iota bits ou Iota octets si on parle en français. Et pour vous dire la vérité, pendant que je suis en train de faire les recherches pour cette présentation, euh, c'est donc, je pense que c'est juste avant-hier que j'ai découvert cette nouvelle unité de mesure. Je connaissais les états octets, mais pas les iota octets. Voilà. Donc, c'est le genre de monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans l'ère des données. Alors, cette image que vous voyez, c'est une image qui est produite une fois par an. Et en anglais, on parle de the minute of the Internet. Ça veut dire, ce sont des valeurs qui expriment qu'est-ce qui se passe sur Internet chaque 60 secondes, donc chaque minute. Alors imaginez, et c'est vraiment difficile pour notre esprit humain qui est limité, c'est très difficile de comprendre ce genre de choses-là. Donc imaginez qu'en 60 minutes, il y a environ 41 millions de messages. Donc on va vers 42 millions de messages qui sont envoyés sur WhatsApp. Ça, ce sont des données. On va parler d'Amazon. Donc imaginez qu'il y a environ 7000 paquets qui sont envoyés par Amazon par minute dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Parlons de certaines autres applications ou des sites que nous connaissons. Zoom qui est devenu très populaire depuis la pandémie. Voilà, nous avons environ 208 000 participants à des appels Zoom par minute, chaque 60 secondes. Voici encore comment est-ce que les données sont générées de façon incroyable. Nous avons environ 1 million de dollars de dépensés en ligne chaque 60 secondes. C'est vraiment fou à comprendre. 150 000 messages sur Facebook. J'imagine qu'il y a quelques temps, il y avait plus que ça, voilà, plus que 150 000. Voilà, mais maintenant avec les alternatives, Instagram et tout, donc Facebook est un peu moins utilisé. Alors donc, c'est une image, comme je disais, qui est produite une fois par an, et ça montre en fait, ça vous donne une estimation de combien de données en fait sont générées de façon générale dans les sites qui sont très connus. Et donc bien sûr, ici ça ne parle pas de 99% de l'internet, ça c'est même, si vous voulez, moins de 1% que vous voyez là. Alors, le résumé de tout ce que je viens de dire dans la première section, c'est que nous sommes dans une avalanche de données. C'est vraiment ce qu'il faudrait qu'on comprenne. Aujourd'hui, les téléphones, les smartphones que nous utilisons, nos voitures aujourd'hui, nos frigidaires, donc les frigidaires connectés, les montres, certains d'entre vous peut-être ont des smartwatches en ce moment. Tout ça, ce sont des données qui sont générées et ces données-là, elles sont là, nous entourent et sont de la matière première. Nous allons parler de ça dans quelques temps. Donc, maintenant que nous avons dit que nous sommes dans la science des données, parlons maintenant parlons de ce qu'on appelle la science des données. Voilà. Donc, les données, nous savons ce que c'est. Nous avons vu qu'il y en a beaucoup. Alors, c'est quoi donc la science des données? Ok. Alors, qu'est-ce qu'une donnée? On va donner une petite définition. Une unité d'information permettant de décrire une caractéristique d'un objet ou d'un sujet. Voilà. Donc, disons ma race noire. Donc ça, c'est une caractéristique de la personne que je suis. Donc je suis un sujet dans ce cas-là. Ou on va dire, l'écran de mon ordinateur est, disons, 27 pouces. 27 pouces, c'est une caractéristique de cet objet-là. Et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle une donnée. Alors, pour que les données puissent être analysées plus aisément, il faudrait que ces données-là soient numérisées. Alors, c'est un cri de cœur vis-à-vis de mon continent. Afin que beaucoup plus d'efforts soient fournis par nos gouvernements pour pouvoir numériser les données, puisque, comme vous le savez, la plupart de nos données sont encore sur des archives, des feuilles de papier et ce genre de choses. Et bien sûr, dans ce genre de format-là, on ne peut pas vraiment analyser les données de façon aisée. Donc, voici une définition succincte de ce que c'est qu'une donnée. Alors, ici, c'est comme si on part hors sujet, on voit en fait des fraises, des tomates et tout ça. Voilà, je sais qu'il y a de très grands cuisiniers ici. Nous avons le signe honneur d'avoir ma grande sœur qui est connectée aujourd'hui. Voilà, donc j'ai beaucoup bénéficié de ces repas grandissants. Donc, quand je présente cette image-là, ça lui dit beaucoup de choses. Voilà, mon épouse aussi est là, donc ce sont des choses qu'elle arrive à maîtriser très facilement. Voilà. Donc, les ingrédients, en fait, c'est quoi? Les ingrédients, c'est, si vous voulez, c'est du potentiel. Il y a des choses qui peuvent être faites avec ça. Le problème, c'est que si j'ai faim, si je dis à ma grande sœur ou à mon épouse que j'ai faim, et que ma grande sœur, mon épouse me présente ça, je vais me fâcher, en fait. Pourquoi? Parce que c'est du potentiel qui m'est présenté, mais ce n'est pas un produit fini. Alors, il faudrait utiliser
de la connaissance, de la compétence, afin que ces ingrédients-là deviennent ça. Là, par contre, si j'ai faim et que ça m'est présenté, là, bon, bien sûr, c'est un gros sourire que vous allez voir sur mes lèvres. Parce que, bien sûr, je peux me nourrir avec ce genre de choses-là. Mais bien sûr, on ne va pas cueillir des poulets braisés, en fait, dans la nature. Ce sont des poulets vivants qu'on va prendre dans la nature. Et avec, comme je disais, des compétences, des techniques qui sont connues par des personnes, ces ingrédients-là sont transformés en produits finis qui sont utilisables. Et ça, c'est ce qui est important à retenir. Il y a une partie qui n'est pas très utilisable, mais la partie finale est utilisable. Voilà. Donc, ça peut nourrir quelqu'un. Il y a de la valeur à ceci. Il y a une plus-value. Alors ici, je vous présente des billes de bois. Alors pour ceux qui sont dans le domaine, ils savent que les billes de bois, c'est assez... ça a de la valeur. Quelqu'un qui a toutes ces billes de bois, c'est beaucoup d'argent. Mais il faut vraiment être dans le domaine pour que ces billes de bois-là vous parlent. Moi, personnellement, je ne suis pas dans un domaine où les billes de bois me parlent. Cependant, pour ceux qui s'y connaissent, ceux qui savent manipuler le bois, ceux qui savent faire des choses avec le bois, lorsqu'ils voient ça, ils voient encore du potentiel et ils peuvent transformer ce potentiel en produit fini afin d'obtenir ça. Donc, il y a dans un côté du potentiel, il y a dans un autre côté le produit qui est fini. Donc, quand on parle du sol, quand on parle des meubles, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses qui sont faites en bois dans cette image que vous voyez. Dernier exemple. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont passées dans, disons, l'expérience peut-être de construire une maison. Voilà. Et ça, par exemple, ça vous parle beaucoup. Alors, mon père est architecte, donc j'ai grandi, en tout cas, dans une famille où... waouh. Donc, je viens de parler de mon père et je l'insigne honneur, mesdames et messieurs, de recevoir mon père, monsieur Bonfils Gay, qui vient juste de se connecter. Voilà. Donc, c'est mon modèle dans ma vie et aujourd'hui, il a tenu à participer à la session aujourd'hui et je suis très, très, très honoré par la présence de mon père. Papa, bonne arrivée. Ok. Donc, comme je disais, voilà. Donc, j'ai grandi dans la maison d'un architecte, comme je disais, et ça, ce sont des choses que j'ai beaucoup vues, en fait, en grandissant. Voilà. Et ayant vu, en fait, ce ciment-là, je sais, en fait, que le ciment, c'est comme ça que ça se présente d'abord, et après, ça devient quelque chose d'autre, quelque chose d'immense, en fait. Voilà. Et regardez, par exemple, ce que le ciment peut devenir. Et bien sûr, encore une fois, pour une troisième fois, je suis en train d'admettre de nouvelles personnes. Admettre. Ok. Et donc, pour une troisième fois, il faut de la technique, il faut de la connaissance, il faut de la compétence afin que ces sacs de sable en griffe de ciment puissent devenir cette belle maison que vous voyez. Alors, j'imagine que vous avez commencé à avoir une tendance où on a commencé avec un produit cru et ce produit cru, au travers d'une certaine compétence, est devenu un produit fini. Alors, c'est quoi donc la science des données? Après avoir utilisé toutes ces images que nous venons de voir, c'est quoi la science des données? C'est le processus de traiter des données, donc des données qui viennent de façon crue. C'est le processus de les traiter en vue d'y extirper des informations. Ok? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là? Ça nous aide dans la prise de décision, quel que soit le type de décision. Voilà. Alors, les données que nous avons autour de nous sont crues, sont à l'état brut. Et tout comme je ne peux pas me nourrir avec des ingrédients, tout comme on ne peut pas vivre dans des sacs de ciment, tout comme on ne peut pas s'asseoir sur des billes de bois, il faut qu'un menuisier puisse transformer cela en chaise. Voilà. Les données, lorsqu'elles sont produites, lorsqu'elles sont crues, ne peuvent pas vraiment aider. D'ailleurs, voici une image qui va, je pense, vous parler. Je pense que pour nous tous, on sait un peu ce que c'est que Microsoft Excel. Voilà. Et donc, Microsoft Excel, lorsque des données sont dans ce programme-là, ces données-là sont sous la forme que voici. Mais la vérité, c'est que ici, nous sommes dans du potentiel. Nous avons des ingrédients de repas ici. Nous avons des billes de bois ici. Nous avons des sacs de ciment. Mais je ne peux pas habiter, je ne peux pas vraiment prendre de décision en regardant ça. L'esprit humain n'est pas aussi fort jusqu'au point de regarder ça et d'avoir en fait une idée de ce qui est en train de se passer. Il faut pouvoir traiter. Il faut mettre de la plus-value sur ces données crues-là. C'est ça, en fait, la science des données. OK. Alors, je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Pendant que je vous demandais, c'est vrai que je n'ai pas répété ça beaucoup,
Mais j'étais en train de vous demander tout à l'heure de mentionner dans le chat la ville à partir de laquelle vous êtes en train de regarder ou vous êtes en train de suivre cette présentation. Donc, c'est juste pour pouvoir faire une petite démonstration avec vous concernant comment est-ce que les données sont utilisées comment est-ce que les données sont traitées pour pouvoir produire en fait de la valeur. Alors ici, pendant que vous étiez en train d'écrire les noms des villes, je vous ai montré toute l'équipe, hein, donc il y a mon épouse qui est en train de prendre le nom des villes, et à côté de ces villes-là, elle a mentionné la longitude de la ville et la latitude. Donc ce sont des données géospatiales en fait. Voilà. Et donc ici nous avons des données. Tout comme je vous montrais tout à l'heure, je vous montrais une feuille Excel. Voilà. Ici je vous montre une feuille Google Sheet, donc c'est comme Excel. Et on va utiliser ça pour essayer de faire quelque chose d'intéressant tout de suite. Et donc, mais voyez qu'en regardant ça, bien sûr, ça nous permet de savoir. Il y a quelqu'un qui. Je suis en train d'utiliser deux écrans, mais malgré ça, c'est assez compliqué. Parce que plusieurs personnes sont en train de se connecter en même temps. Et donc, je suis en train d'essayer de les admettre en fait au fur et à mesure. Voilà. Donc, j'étais juste en train de dire que, comme vous arrivez à le voir en ce moment, là, je pense que ça a disparu. Ok, excusez-moi, je mets ça ici par contre. Voilà, donc on va utiliser ces données crues là et on va essayer de faire quelque chose d'intéressant avec. Voilà, donc c'est une démo. Je vous prie de me donner juste 3 minutes pendant que je suis en train d'écrire ce qui est nécessaire pour pouvoir changer ça rapidement. Alors, ce que vous voyez là, c'est RStudio. On ne va pas coder aujourd'hui nécessairement, c'est juste une petite démonstration de 3 minutes, maxi 5 minutes que j'aimerais faire avec vous. Voilà. Donc, ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train d'importer des données, importer des packages, excusez-moi. Voilà. Et une chose que je vais faire aussi, c'est que je vais, ces différentes données là qui ont été mises dans la feuille de calcul là par mon épouse, je vais les importer dans l'environnement de travail que vous êtes en train de voir. Ok, donc paste as data frame. Ok, donc c'est bon. Super. Ok, d'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais créer une carte du monde très rapidement. Et dans cette carte du monde là, je vais add tiles provider. Ok, je vais mettre un marqueur sur les endroits où les personnes qui ont mis le nom de leur ville se trouvent. Voilà. Bon, déjà, avec un code assez rapide, je vais mettre add tiles tout simplement, au lieu de mettre add provider tiles pour ne pas avoir à faire plein de choses. Voilà, donc là je viens de créer juste en quelques lignes de code. Alors ici en fait vous pouvez ignorer ça, hein. Voilà. C'est juste ce que j'ai écrit ici là qui a créé cette carte du monde. Et ensuite ce que je veux faire, c'est que je vais faire add markers. Oui, Patricia. Uh-huh. Tu vas voir tout de suite. Donc c'est comme un symbole en fait qui va montrer là où les différentes personnes ici se trouvent. C'est un symbole sur la carte là que vous voyez. Donc tu vas voir dans quelques secondes. Uh-huh. Voilà, donc longitude. Alors je vous avais promis hein, que ça allait pas prendre beaucoup de temps. Latitude. Date. Latitude. Voilà, on va faire comme ça. Et voilà, juste en quelques lignes de code, je pense que vous voyez déjà. Ok, d'accord. Là, il y a un problème. Je pense que j'ai inversé longitude et latitude. Parce que là, il y a quelqu'un qui est en Antarctique, là, et je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà, donc je vais inverser ça. Je pense que les choses devraient rentrer en ordre. Voilà, effectivement. Alors, j'aimerais que vous puissiez. Alors, Patricia, ça, ce sont des marqueurs. C'est comme ça qu'on les appelle, en fait. Voilà. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont à Dakar. Donc, vous voyez à Dakar. Et il y en a qui sont à Abidjan, à Bamako, voilà, Toulouse, Paris et tout. Nous avons un ami du Luxembourg, je pense que c'est Jean Aguilar. Et nous avons, je pense que c'est Ismaël hein, qui est à New York. Et donc, voici en fait là où les personnes qui sont ici en ce moment se trouvent. Ça, c'est de la science des données. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu, c'est un exemple, hein, bien sûr. On avait vu comment est-ce que des ingrédients deviennent des ingrédients deviennent des repas. C'est comme ça qu'on vient juste de voir que ce truc qui est là, qui n'est pas vraiment, qui peut pas être consommé par qui que ce soit, qui peut pas être utilisé pour une décision. Voilà ce que ces données là, ici,
sont devenus ça. Ça, c'est de la science des données. Donc, on disait que quoi? C'était le processus de traiter des données de telle sorte que ces données-là puissent être utilisées pour prendre des décisions. Voilà. Et là, je pense que ça nous montre un peu la magie de la technologie. Parce que entre deux de ces points, même dans la même France, là, je pense qu'il y a des centaines de kilomètres quand même. Voilà, mais malgré ça, nous sommes en train de communiquer. Donc, c'était une petite démonstration que je voulais faire. Et bien sûr, la science des données, ça va beaucoup plus loin que ça. C'était juste une petite démo que je voulais faire. Alors, tout à l'heure, Patricia vient de poser une question. Nous aurons un temps de questions-réponses, mais n'hésitez pas du tout si vous avez des questions pendant que je suis en train de présenter. Ok. Donc, nous allons continuer avec la présentation elle-même. Ok, d'accord. Donc, nous sommes de retour là. Donc, voici, et là, ça s'appelle un produit de données, data product, où on prend des données crues et on produit quelque chose avec. Donc, la carte que je viens de vous présenter, c'est un data product, en fait. Et ici, je vous présente, en fait, certains différents data products. Et il y en a beaucoup, comme je vous disais. Parlons de rapports d'analyse. Lorsque vous avez des données, il y a certaines personnes ici qui travaillent dans des institutions internationales. Lorsque vous avez des données, vous avez souvent, ce qu'on vous demande souvent, c'est de faire des rapports. Alors, je suis avec un très bon ami à moi, monsieur Boni Allé, donc, qui est médecin, et donc, qui me présentait déjà il y a quelques jours un rapport qu'il a eu à rédiger. Et il a fait avec les outils en fait, que nous allons enseigner dans cette formation. Donc, l'État de Caroline du Nord a des rapports qu'ils produisent en fait chaque année. Et donc, ce que vous voyez là, c'est un rapport. Mais ce rapport-là est purement automatisé. Ça veut dire il y a des feuilles Excel qui viennent et il y a du travail qui a été fait dans le background. Et lorsque les feuilles Excel viennent, ce rapport-là est produit. Et pour vous montrer en fait que c'est purement automatisé, vous savez, dans chaque État, il y a plusieurs circonscriptions. C'est comme ça que les États-Unis sont subdivisés, qu'on appelle les counties. Et donc, par exemple, pour le county qui s'appelle Alamance, voici en fait le rapport de cette circonscription-là. Mais vous allez voir que pour l'autre county qui s'appelle Alexander, voici en fait un même format de rapport, mais avec du contenu différent. Les valeurs dedans sont différentes, le tableau ici est différent, et toutes ces valeurs-là sont en rapport avec la circonscription donnée. Dans votre travail personnel, peut-être que vous pouvez penser à certaines applications de ce genre de choses-là, où vous devez rédiger des rapports sur plusieurs différentes choses, et donc vous pouvez automatiser la tâche afin que les différents rapports soient générés sans que vous ayez à faire copier-coller et à changer en fait les différents éléments des rapports. Ça, c'est de la data science. Donc, en matière de data product, nous avons des rapports d'analyse. Pour ceux qui sont plus du côté business, il y a ce qu'on appelle les tableaux de bord. On dit dashboard en anglais. Alors, ce dashboard-là, ça a été fait par le ministère, en fait, le ministère du Commerce de la Nouvelle-Zélande. Bon, le dashboard est en train de se connecter à une base de données. Et voici, en fait, de façon succincte, des visualisations de données, des valeurs qui sont importantes pour le pays, pour le ministère, exportation, importation, balance commerciale et tout ça. Donc, votre patron, ou peut-être que c'est vous le patron, voilà, n'a pas besoin d'avoir de grosses fiches Excel, mais a besoin d'avoir des valeurs qui sont assez succinctes comme ça, afin que sans avoir à ouvrir une fiche Excel de 2 mégabits ou peut-être plus, sans avoir à faire cela, nous avons des résumés qui parlent en fait. Et à partir de là, on peut prendre des décisions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le secteur de l'exportation? Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le secteur de l'importation? Et ainsi de suite. Ça, c'est un autre exemple de data product. Et j'aimerais vous rappeler que tout ça commence à partir d'une feuille Excel. Bien sûr, les données sont stockées de différentes manières. Ce n'est pas seulement sur Excel qu'on stocke les données, mais c'est aussi, je vais dire, c'est la manière la plus populaire. Alors voici une application qui va utiliser un peu la géolocalisation comme on a fait tout à l'heure avec les différents marqueurs. Ça, c'est une application qui vous montre des statistiques de crimes selon là où vous vivez. Alors, bon, nous avons beaucoup de personnes qui vivent à Paris ici. On va mettre Paris et on va cliquer sur Find Crime. Donc, il veut dire trouver les crimes. Alors, automatiquement, l'application va directement dans Paris et met les différents, présente plutôt, excusez-moi, les différentes statistiques de crimes qui se sont passées récemment. Bon, les données ici sont les données de février 2021. Voilà. Donc, si je change, je vais à, je sais pas, si je vais
à Londres. Voilà. L'application va se rendre à Londres automatiquement. Donc, c'est en train de chercher les données déjà. Ça prend les données là où c'est supposé prendre. Et ça va à Londres. Et là, vous voyez qu'il y a eu beaucoup de crimes. Bon, selon la couleur, ça veut dire quelque chose. Donc, vous avez une légende ici pour vous expliquer quels sont les différents types de crimes qui ont été commis et ainsi de suite. Voici encore un autre exemple de science des données, où tout ça, ce sont des fiches Excel. Si vous partez dans la base de données de la police, vous allez voir tel crime a été commis dans tel endroit, à telle heure, voici le type de crime. Et vous allez avoir ça sur plusieurs lignes. Alors, on récupère ce ciment-là et on bâtit avec ce ciment-là une maison que vous voyez là. Dernière chose, je vais vous présenter une visualisation de données assez intéressante. Ici, je pense que c'est vraiment assez... ici, c'est un peu excessif, il y avait trop de données, je pense, mais je me suis dit que j'allais vous présenter ça quand même. Alors, le monde des réseaux, ça aussi, dans la science des données, il y a ce qu'on appelle network science, la science des réseaux, qui est une science qui est assez performante, assez puissante. Voyez-vous? Et ici, en fait, ce sont des, si vous voulez, ce sont des programmes dans l'écosystème du langage dont nous allons parler, le langage R, et ça montre un peu comment est-ce que tout ça s'est interconnecté. C'est vrai que ce réseau que vous voyez là, on va interagir avec ça tout de suite. Ce réseau-là parle surtout du monde informatique, mais j'aimerais que vous puissiez essayer de penser à comment est-ce que ça peut être appliqué à votre propre domaine. Comment est-ce qu'on peut mettre des choses, comment est-ce qu'on peut relier des choses en fait entre elles-mêmes dans votre propre domaine. Alors regardez un peu comment est-ce que ce truc-là se passe. Donc c'est un réseau en 3 dimensions et je peux aller, alors imaginez que ce soit, je ne sais pas, votre arbre familial où il y a le père, il y a les enfants et tout ça, et les enfants aussi des enfants et ainsi de suite. Et donc tout un réseau a été créé et ça c'est de la science des données en fait. Donc regardez, je peux me balader et quand je vois quelqu'un, je peux cliquer dessus. Donc ggplot. La raison pour laquelle c'est gros, c'est parce que c'est un programme en fait dans R qui est utilisé dans beaucoup d'autres programmes. Donc c'est pour ça qu'il est gros. Euh, pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout, peut-être que vous n'allez pas très bien comprendre ce que je dis, mais c'est pas grave. Admirez juste la beauté de ce que je vous montre en ce moment. Voilà, donc c'est un réseau qui a été, je vais dire, visualisé de façon assez spectaculaire. Voilà. Donc, et tout ça, ça commence à partir de fichiers Excel. Alors, je repars toujours là-dessus parce que je pense que c'est important de mentionner ça. Nous avons de la matière première et à partir de cette matière première-là, nous avons des produits finis qui peuvent être consommés d'une manière ou d'une autre. Important. Oui, vas-y. C'est ça? Ah non, non, ce sont les points. Ok, d'accord, d'accord. Donc, les connexions entre les points. C'est ce qu'on appelle des... Ah, je ne sais pas comment on dit ça en français. Hein, c'est ce qu'on appelle des nodes. Mais les traits, en fait, ce sont des connexions. Donc, les gros points sont des points où il y a plusieurs traits, en fait, qui viennent dans ce point-là. C'est pour ça qu'il est gros. Ça veut dire que c'est un package qui est connecté à beaucoup de packages, en fait. C'est pour ça. Voilà. Ah oui, Stan, merci beaucoup qui me dit node, on dit nœud. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui seront intéressés par la formation, sachez que je vais beaucoup chercher mes mots en français. Voilà, donc soyez déjà, voilà, soyez avertis en fait de cela. Ok. Donc, il est important que je puisse mentionner cela. Apprendre la science des données, ça ne veut pas dire changer de domaine. Parce que je vous ai montré du code, je vous parle de package, et quand on voit ce genre de choses, on dit, ah mais non, mais moi je suis dans le domaine de l'humanitaire, moi je suis dans le domaine de l'éducation, et ce genre de choses-là. Moi je ne cherche pas à devenir un informaticien. Non, il ne s'agit pas de ça. Voyez-vous, je suis économiste moi-même à la base, je ne suis pas informaticien, mais même si apprendre la science des données ne me donne pas, ne me force pas en fait à changer de domaine, ça me permet plutôt d'améliorer et de renforcer ce que je fais dans mon propre domaine. Alors ici, je mentionne que c'est possible de changer de domaine si vous voulez. Et là, je prends un exemple personnel ou des exemples personnels. Je me suis présenté tout au début, je vous ai dit que je suis docteur en économie, je suis enseignant-chercheur en économie. Alors, il se trouve que en ce moment, je suis en train de travailler, bon, pas pour tous, mais je suis en train de travailler sur un projet de recherche en géophysique. Je vous promets, je n'ai jamais fait un seul cours de géophysique, mais des personnes en géophysique, sachant que je m'y connais en data science, m'ont contacté afin que je puisse les aider en fait dans un projet de recherche. Parce que en fait, le principe, il est très simple. Parlons du nombre 21. Ok? Laissez-moi utiliser le nombre 21 comme exemple. Le nombre 21, lorsqu'il s'agit de la météorologie, il s'agit en fait d'une température. Lorsqu'il s'agit du poids,
il s'agit du poids. Mais c'est le même 21 en fait. Lorsqu'il s'agit de la vitesse, 21 km/h, c'est la vitesse. Mais c'est le même 21. Donc la manière dont vous analysez 21 en météorologie, 21 en physique, 21 en quoi que ce soit, c'est le même 21 et la manière dont vous l'analysez, c'est la même chose, ça ne change pas. La seule chose qui change, c'est l'interprétation de l'analyse. Alors, tout ce qu'on me demande de faire, ces géophysiciens là, toutes les choses qu'ils me demandent de faire, je les fais. Et à la fin, tout ce qu'ils disent sur les résultats, j'ai aucune idée de ce dont ils sont en train de parler, mais j'ai fait l'analyse pour eux. Et à la fin, l'article, en fait, a mon nom. Voilà, on me dit, bon, ce 21, là, on veut que tu fasses ci avec ça, on veut que tu représentes ça d'une certaine manière. Je dis, parfait, il n'y a pas de souci, je fais ça pour vous. Et après, je lis dans l'article, on me dit les frottements tectoniques de quoi que ce soit, j'ai aucune idée de ce qu'il s'agit. Voilà. Donc c'est ça en fait la science des données. Vous pouvez en fait renforcer. C'est possible en fait de changer. Il y a des gens qui cherchent à changer de domaine. C'est très possible de le faire. Alors, je vous parle de recherche en géophysique. Là, j'ai fini un article de recherche en médecine aussi. Je vous promets, j'ai rien, je sais rien de la médecine en fait. Mais aujourd'hui, je suis co-auteur d'un article en fait de recherche en médecine juste à cause de mes connaissances en sciences des données. Et alors, je vous disais que Bonnie Allais est avec nous. Je ne pense pas que Franck Allais soit là, je ne l'ai pas vu. Mais c'est un épidémiologiste avec qui nous avons fait une consultance pour l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Nous avons terminé une consultance il n'y a pas très longtemps où bon, mon ajout, en fait, c'était de la science des données. Et je ne connais rien en épidémiologie. Et la consultance m'a même beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre un peu les histoires de Covid, comorbidité, ce genre de choses. Ce sont des thèmes qui sont devenus très en vogue. Hein. Donc, ça m'a permis de mieux comprendre ces choses-là pendant que j'étais en train de faire la consultance. Mais M. Franck Allais me disait, Ghislain, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Je dis, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, on peut faire ça. Mais les interprétations, après, c'est lui qui me disait comment est-ce qu'on interprétait ça. Voilà. Donc, c'est possible de changer de domaine, en fait, si vous voulez, si vous connaissez en sciences des données. Mais si vous voulez rester dans votre domaine, vous pouvez améliorer les choses. Je vais vous donner un exemple d'amélioration. J'ai fait un travail pour une banque qui se trouve au Zimbabwe. Et donc, cette banque-là, en fait, c'est un peu, je vous montrais la matière première et le produit fini. Alors, cette banque reçoit beaucoup de fichiers Excel et doit produire des tableaux de bord. Alors, on a essayé de faire une petite estimation d'un fichier Excel qui est produit chaque jour, donc c'est quelque chose qui doit se faire journalièrement, d'un fichier Excel qui est produit chaque jour jusqu'au tableau de bord. Ah, ok, nous avons quelqu'un d'autre qui vient. Voilà, donc d'un fichier Excel jusqu'au tableau de bord, on avait fait une estimation. Il y avait environ 415 clics de souris pour pouvoir faire tout ce qu'il faisait. Donc, ils doivent cliquer ici, faire ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, jusqu'à ce que le tableau de bord soit produit finalement. Alors, lorsque j'ai commencé à travailler avec eux, j'ai essayé d'automatiser en fait tout le flux de travail de la collection en fait des tableaux Excel jusqu'à la production des tableaux de bord et on est descendu à 5 clics parce que tout le reste en fait était fait par le système que j'avais aidé à mettre en place, excusez-moi. C'est de la science des données. Voilà. Donc, on n'a pas besoin de changer de domaine nécessairement. Si vous le voulez, superbe. Mais on peut, disons, améliorer ce qu'on fait déjà lorsqu'on s'y connaît en sciences des données. Alors, nous avons presque terminé. L'outil, donc, pour ceux qui seront intéressés par la formation, l'outil que nous allons apprendre, c'est R. C'est le nom du langage, ça s'appelle R. OK? Alors, pourquoi R donc? Parce qu'il y a plusieurs autres outils. D'ailleurs, j'aimerais vous le faire savoir. Stan, si je me rappelle bien, Guiti me disait que tu connais en Python. Voilà. Si certaines personnes ont entendu parler de Python et ont des opportunités d'apprendre Python, c'est super. Voici aussi un autre fantastique langage. Ok, Monsieur Stan confirme. Voici un autre langage en fait qui est aussi très bon dans la science des données. Voilà. Donc il y en a beaucoup. Et tout ce que je vais dire pour R, je vais dire en fait que c'est aussi valable pour Python pour ceux qui ont l'opportunité d'apprendre ça. R aussi c'est une mastodonte dans l'analyse des données et je vais vous expliquer pourquoi. R est gratuit. Ça, c'est la première des choses. Alors, pour vous qui travaillez dans certaines institutions, j'imagine qu'il y a certains logiciels que vous devez acheter pour faire votre travail et tout ça. Voilà. Et ces logiciels ne sont pas toujours moins chers. Je vous présente 3 logiciels. Je commence par Stata. Rapidement, je vais vous montrer quelques prix où selon la version de Stata, 765 $, et ça c'est par an, hein, ce sont les licences annuelles, 895, 995, 1200 $, 1400 $ environ. Ça c'est Stata. On va partir un cran supérieur. Parlons de MATLAB,
qui peut faire aussi, qui peut analyser aussi les données. Voilà. Ici, pour avoir une licence perpétuelle, c'est-à-dire lorsque vous achetez une fois et vous ne payez plus d'argent, c'est environ 2150 $. Voilà. Mais si vous voulez payer par an, c'est environ 860 $. Tout ça, ce sont des coûts. Bon, bien sûr, peut-être que vous travaillez dans une institution qui gère ces choses-là pour vous et ça ne vous dit rien. Parfait, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui regardent ces valeurs-là, ces prix-là, et disent ah non, non, mais là, c'est un peu trop élevé pour moi. Alors, allons à un cran supérieur SaaS, ok, qui fait aussi de l'analyse de données. Regardez un peu. Si vous voulez utiliser SaaS sur le cloud, c'est environ 800 $ par mois. Si vous voulez avoir le programme que vous allez installer sur votre ordinateur, c'est bon, ils ont mis strictement inférieur à 10 000 $ pour la première année. Alors moi j'ai appris en fait dans le monde du marketing que toutes les fois qu'il y a de belles paroles et qu'il y a une étoile à côté, il faut avoir peur. Bon, ça c'est ce que j'ai appris en fait dans le marketing. Donc on dit première année moins de 10 000 $. Bon, qu'est-ce que ça devient la deuxième année en fait? Il faut se poser la question. Alors ce n'est pas une mauvaise pub que je suis en train de faire. Non, loin de moi en fait cette idée. Si votre entreprise utilise SaaS ou votre institution utilise SaaS, super, il n'y a pas de problème à ça. Alors la version serveur, c'est entre 10 000 et 100 000 $ pour la première année avec étoile. Voici un peu le genre de prix en fait que nous rencontrons souvent dans le monde de la science des données et des outils. Mais comme je vous disais tout à l'heure, R est gratuit. Alors en regardant tous ces prix exorbitants, j'ai un petit ami qui était très étonné par cela. Le voilà. What? Ok, donc les prix sont très très élevés. Alors, R a une très grande communauté. Ça, c'est très important aussi. Alors, je m'attendais à ce qu'un ami personnel se connecte, mais il n'est pas là parce que j'allais lui demander d'expliquer quelque chose dans quelques minutes. Mais toutes les fois que vous voulez apprendre quelque chose, il est toujours très important d'apprendre des choses qui ont une grande communauté. Ça veut dire où vous pouvez avoir de l'aide très facilement. Alors, tout ce que vous voyez ici, ce sont des liens. Bon, je ne vais pas cliquer sur tous ces liens-là, mais vous avez des sites communautaires. Ah, je pense que c'est mon fils que vous êtes en train d'entendre là en ce moment. Il est avec sa maman en ce moment, donc excusez-moi pour les pleurs dans le background. Voilà, c'est lui le patron, hein, comme je vous disais au tout début. Donc là, peut-être qu'il est en train de dire que je ne présente pas bien ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ici, ce sont des liens, voilà. Et dans la communauté R, en fait, vous avez des livres gratuits, vous avez des groupes d'utilisateurs qui se rencontrent de façon récurrente. Pour les dames, il y a des groupes de dames qui donnent même souvent comment on dit scholarship en français déjà, des bourses, voilà, pour des conférences et ce genre de choses-là. Il y a même des conférences et R a une très grande communauté. Comme je disais, toutes les fois que vous voulez apprendre quelque chose, assurez-vous que ce que vous cherchez à apprendre a une bonne communauté afin que toutes les fois que vous avez besoin d'aide, vous puissiez demander de l'aide. Donc R, c'est quelque chose qui joue en sa faveur. La communauté de R est extrêmement grande. R est un logiciel libre et ouvert. Ok? Et donc, les termes logiciel libre et ouvert sont des termes qu'on utilise très souvent. Je vais lire ça rapidement. Donc, un logiciel ouvert offre des formats de données interopérables et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre. Donc, si vous utilisez R, vous avez le droit de démonter R, voir ce qu'il y a dedans. Pour ceux qui sont les plus curieux, c'est très possible de faire ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est différent en fait d'un logiciel propriétaire où vous ne savez pas trop ce qui se passe dedans et c'est seulement la compagnie qui a créé le logiciel qui a le droit seulement de voir à l'intérieur. Voilà. Alors, c'est quoi un logiciel libre donc? Un logiciel est considéré comme libre si sa licence garantit à l'utilisateur les 4 libertés suivantes. Accéder au code source, c'est-à-dire l'intérieur, étudier le fonctionnement du programme et l'adapter. Donc, si vous y connaissez, vous pouvez prendre R, changer ça et mettre le parfum que vous voulez. Voilà, redistribuer des copies, voilà, ou encore améliorer le programme et publier les améliorations. Et même vous pouvez vous faire de l'argent si vous connaissez là-dessus. Donc, et tout ça, c'est à partir de 0 coût pour vous. Vous ne payez rien et vous avez accès à toutes ces choses-là. Bon, ici, c'est un peu plus technique, mais c'est important à dire. R est un logiciel puissant. Voici encore une autre raison pour laquelle j'aime beaucoup R. Vous savez, dans le processus de la science des données, il y a beaucoup de choses, ou l'analyse des données de façon générale. On doit d'abord acquérir les données, il faut les reformater et les nettoyer. Alors pour ceux qui sont un peu des scientifiques, il faut faire des hypothèses, il faut transformer, visualiser, il faut modéliser, valider nos modèles et tout ça. Et ça en fait, si vous voulez, c'est une boucle. Donc on fait ces mêmes choses-là jusqu'à ce qu'on soit content de nos résultats. Voilà. Et à la fin maintenant, il faut faire un rapport, il faut pouvoir rédiger des rapports, pas nécessairement des PDF ou quoi, mais ça peut être sous forme d'applications web, comme je vous ai présenté, et puis bon, plein d'autres choses.
Et ce qui est bien avec R, c'est que du début jusqu'à la fin, R en fait a des outils en lui qui vous permettent de gérer toutes ces choses-là en fait. Donc c'est pas comme de façon générale où on va faire des visualisations avec Excel. Pour écrire le rapport, on va utiliser Word. Pour gérer X, Y, Z, on va utiliser tel autre programme. Alors ça fait trop de programmes, ça devient encombrant, ça devient difficile en fait à gérer. Mais avec R, à partir de ce même programme-là, vous faites tout ce que vous voulez. D'ailleurs, un petit secret, la présentation que vous voyez en ce moment, elle était conçue en R en fait. Donc je peux vous présenter, si vous voulez, ce que j'ai eu à taper pour pouvoir faire cette présentation-là. Ok, donc nous sommes presque à la fin. R est populaire. Alors je vais vous parler de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS utilise R, la Banque mondiale utilise R, le FMI. Je vous présente quelques compagnies qui sont très connues qui utilisent R. Alors R n'est pas utilisé pour tout ce qu'ils font, mais il y a des gens en fait, il y a des personnes ou des employés de cette compagnie-là, de ces différentes compagnies que vous voyez qui utilisent R. Alors ici c'est un lien juste pour vous présenter rapidement le genre de compagnie. Voilà, HP, Ford, Novartis, Airbnb, Uber, Microsoft et toutes ces compagnies-là en fait utilisent R. Ok, donc R est très populaire. Donc ça c'est quelque chose qui est très important pour R. Voilà. Alors maintenant nous allons parler de la formation et donc ça sera très rapide et nous allons passer à la session questions-réponses. Alors dans cette section-là je vais déjà répondre aux questions qui sont les plus fréquemment posées. Voilà. Et par la suite vous aurez, comme je vous disais, un temps où vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez. Alors, quels sont les bénéfices que vous aurez si vous participez à la formation? Alors, formation par un data scientist, donc moi le formateur, expérimenté au niveau international. Donc, j'ai travaillé en fait en data science, que ce soit la formation en consultance, un peu partout dans le monde si vous voulez. Voilà, donc j'ai disons cette vue d'ensemble là, j'ai cette vue internationale là de la chose. Et donc, vous allez bénéficier de mon expertise dans le domaine. En deuxième position, on va apprendre avec des données réelles. Beaucoup de personnes ont reçu le syllabus, donc le programme détaillé, et l'ont lu. Voilà, où j'explique en fait dans ce programme-là que nous allons utiliser des données qui ont été des données réelles qui ont été produites par l'Office des transports de l'État de New York aux États-Unis. Donc, c'est avec ces données réelles-là que nous allons travailler. Ce n'est pas des données qui ont été simulées. Le live coding, donc on va coder ensemble. Vous savez, pour être forgeron, il faut pouvoir forger. Il faut forger, c'est comme ça qu'on devient forgeron. Donc en live, nous allons coder ensemble. Vous allez me voir coder, vous allez coder avec moi pour ceux qui veulent bien. Et c'est ce que je suggère en tout cas, afin que vous puissiez avoir la main pendant le processus. Élargissement de votre réseau professionnel. Alors, toutes les personnes qui sont connectées ici sont des pros en fait. Voilà, sont des professionnels pour la plupart en tout cas. Et pendant la formation, nous aurons des activités en groupe et ça permettra en fait de vous connaître les uns avec les autres et ça élargit comme ça le réseau professionnel. Voilà. Donc si moi je suis dans le domaine de l'épidémiologie et que dans la même formation, parce que nous serons dans un groupe restreint, il y a aussi monsieur Franck Allais qui est épidémiologiste, qui a travaillé pour de grandes institutions au monde. C'est bien pour mon réseau professionnel parce qu'on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Accès à des conseils sur le long terme. Dans le groupe auquel chacun va faire partie, je serai dans ce groupe-là et c'est pas qu'après la formation, on va vous faire sortir du groupe. Non, on sera toujours dans le groupe et vous aurez l'opportunité de me poser des questions même après la formation. Donc, vous aurez accès à des conseils d'experts, donc l'expert que je suis sur le long terme. Je vous présente là en fait une formation comme ça que j'ai offerte l'année passée avec environ 69 personnes et jusqu'à présent, voilà 69 personnes. Jusqu'à présent en fait, il y a des échanges qui se font sur la plateforme et ça c'était l'année passée en mars. Voilà, donc il y a plein de gens qui me posent des questions encore dans les différentes rubriques parce que voilà, ils font une chose ou deux, ils ont besoin de conseils et ils me contactent. Voilà, donc ça sera vraiment comme ça que ça va se passer, vous aurez accès à ces conseils-là. Et voilà, attestation de participation à la formation, donc c'est comme un certificat qui vous sera délivré à la fin. Alors, sur le certificat, il y a beaucoup de questions et donc on va parler d'une de ces questions-là tout de suite. Mais quel est le prérequis de la formation? En fait, aucun. Ah, c'est vrai, vous m'avez vu coder il y a quelques minutes et donc vous pouvez penser peut-être que ah mais oui, non, mais je ne m'y connais pas en code. Non, 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 non. Le prérequis, c'est aucun. Voilà. Si vous n'avez jamais codé de votre vie, vous êtes le genre de personne que je recherche en fait. Voilà. On va commencer à partir de zéro et on va aller là où on doit aller. Voilà. Cependant, il y a quand même des prérequis. Il faut un ordinateur connecté à Internet et puis il faut un microphone et ou une webcam. Bon, ça, c'est ce qui est normal. Hein, voilà. Mais quand je parlais de prérequis, je parlais surtout de connaissances prérequises. Voilà. Là, aucune, en fait, connaissance.
ou peut-être vous devez savoir, je sais pas, installer un programme sur votre ordinateur. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde sait faire. Le mode de formation, ça sera en distanciel. Je suis aux États-Unis et on a vu la carte tout de suite, hein, avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Voilà, donc ça sera forcément en distanciel. On va utiliser des plateformes comme Google Meet, là où nous sommes en ce moment, ou encore Slack ou Discord. Voilà, et donc c'est comme ça qu'on fera nos cours. D'accord. Alors le certificat, il y a cette question-là qui est beaucoup revenue. Est-ce que le certificat qui sera décerné, est-ce que ce certificat-là sera reconnu? J'aimerais dire quelque chose de très important. Je vous disais que j'étais professeur à Louisiana Tech University. Il est important de lever cet amalgame-là. Cette formation n'est pas faite au nom de Louisiana Tech University, même si c'est là-bas que je suis professeur. Alors, la science des données, c'est un domaine qui n'est pas très vieux. Et en tant que domaine immature, qui n'est pas mature comme peut-être le réseau ou d'autres domaines, il n'existe pas encore de certification internationalement reconnue en fait dans le domaine. Comme par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Cisco, ce genre de certification. Ce genre de choses n'existent pas. Bien sûr, il y a des structures qui existent qui offrent des formations. Et donc, la reconnaissance, si vous voulez, de la formation, peut-être est liée à la reconnaissance de la structure elle-même. Mais aujourd'hui, je vous disais que j'ai travaillé en géophysique, j'ai travaillé en médecine, j'ai travaillé en tant qu'épidémiologiste. Bon, pas en tant qu'épidémiologiste, mais j'ai participé à une consultance dans l'épidémiologie. Je vous ai dit que j'ai fait des choses dans des banques et tout ça. C'est pas parce que j'ai un diplôme moi-même en data science. Pourquoi? Parce qu'il est su, c'est quelque chose qui est su, que c'est un domaine qui est encore nouveau. Et on cherche juste des gens qui ont les compétences là-dedans. Voilà. Bien sûr, si vous venez dans mon université et que vous faites une formation data science, la reconnaissance du diplôme vient du fait que c'est Louisiana Tech en fait qui a décerné le diplôme. Et ainsi de suite, voyez-vous. Donc, est-ce que le certificat sera reconnu? Donc, si la question est posée comme reconnu comme peut-être l'université Cheikh Anta Diop ou ce genre de choses, la réponse à ça, c'est non. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par la formation, la raison pour laquelle vous êtes intéressé par la formation, c'est parce que vous voulez des compétences en data science pour pouvoir améliorer votre flux de travail ou peut-être changer de domaine. Comme je dis, j'ai travaillé en tant que data scientist sans avoir de diplôme en data scientist, je voulais dire myself, moi-même, parce que c'est comme ça en fait que ce monde-là est en ce moment. Alors, coût de lancement. Voilà. Alors, coût de lancement, pourquoi? Parce que le coût de la formation que je vais vous présenter tout de suite, c'est le coût qui est fixé pour cette première édition de la formation. Donc, ce coût-là sera rajusté pour les prochaines, disons, les prochaines éditions de la formation. Donc, ce coût-là a été revu en rabais. Mais avant de vous parler du coût, en fait, je vais vous montrer un peu, pour ce que vous allez apprendre, en fait, à cette formation, je vais vous montrer quelques entreprises à l'international et qu'est-ce que ces entreprises-là taxent, en fait, pour cette formation. Et je tiens à vous dire que la qualité de formation que vous recevrez est pareille, puisque j'ai moi-même en fait intervenu à l'international et j'ai formé des gens à l'international comme je vous disais. Donc il n'y a pas vraiment de différence de formation que vous aurez. Alors il y a une entreprise en France qui s'appelle Think avec des très bons amis à moi. Donc je vous présente pour ce que vous allez apprendre. Voilà. Pour ce que vous allez apprendre en fait avec cette formation là, voici ce qui est taxé en fait. Donc environ 3 000 euros. Voilà pour ce genre de formation. Voilà, ça c'est avec Tinka en France. Je vous donne quelque chose d'autre. Ça c'est aux États-Unis cette fois-ci. Et là, je pense qu'ils sont en solde en ce moment-ci, je me rappelle bien. Je ne sais pas trop pourquoi. Ok, d'accord. Voilà, c'est bon. Donc, Data Science en R. Donc, pour ce que vous allez apprendre avec moi, Analysis and Visualization, c'est environ, comme vous voyez, deux secondes. Voilà, c'est environ $2000. Voilà, donc c'est environ $2000 pour ça. Donc, voici en fait les prix de ce genre de formation. Pourquoi? Parce que la data science, en fait, c'est un des domaines les plus en vogue dans le monde aujourd'hui. Et c'est une compétence qui est très recherchée. Pour le coût de lancement dans le monde francophone en Afrique, voici ce que Kingdom Academy décide de faire. Donc, c'est des frais de 300 000 francs CFA. Donc, pour ceux qui utilisent le franc CFA, pour plus de 20 heures de formation. Alors, je dis plus de 20 heures parce qu'il y a certains éléments que je suis en train d'ajouter à la formation en ce moment. Et ça ne compte pas, en fait, les fois où, à l'extérieur du cours, vous aurez accès à moi pour me poser vos questions, ce genre de choses. Ça, c'est à l'extérieur de la formation elle-même de 20 heures. Pour ceux qui sont dans la zone euro, le coût sera de 470 euros. Donc, il y a en fait une conversion de 300 000. Et pour ceux qui sont en dollars, alors ici, c'est mis dollars américains parce que je ne sais pas si vous savez, mais
il y a plusieurs monnaies qui s'appellent dollars, en fait, notamment au Canada et puis bon, dans d'autres pays. Voilà, donc ça sera 550 dollars pour la formation. Donc ça, c'est un coût de lancement, comme je dis, juste en sachant que pour les éditions futures, dont vous n'aurez plus besoin, si vous faites la formation au lancement, le coût sera revu à la hausse. Alors, les modalités de paiement. Voyez-vous, nous sommes en fait en distanciel. Et donc, ce que nous désirerons, c'est que le montant soit payé avant le début de la formation. En fait, voilà, je répète, c'est pas que nous sommes dans la même ville ou quoi que ce soit. Voilà, donc, si c'était dans la même ville, les choses seraient un peu différentes. Mais puisque nous ne vivons pas dans les mêmes pays et tout ça, donc, avant que la formation commence, c'est notre désir que le montant soit payé complètement. Alors, le mode de paiement, cette question-là revenait tout le temps aussi sur WhatsApp, notamment et par email. Voilà, ce sera MoneyGram ou Western Union parce que je pense que c'est, disons, le dénominateur commun de transfert d'argent, quel que soit où nous vivons dans le monde. Il y a d'autres méthodes qui existent, mais qui sont plus centralisées dans certains endroits et ce genre de choses-là. Alors, il y a des modules futurs ici dans cette formation que vous allez recevoir pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on va parler de visualisation, on va faire beaucoup de choses, mais en fait, il y a des modules qui seront spécialement dédiés à certains sujets bien précis, où on va les analyser du début jusqu'à la fin. Et donc, ces modules-là ne sont pas disponibles en ce moment. Donc, c'est le module en fait de formation à la data science, où on va faire de la visualisation, on va faire un peu de statistiques, on va faire de machine learning par contre. Voilà, mais il y a beaucoup d'autres choses. Pour ceux qui ont le syllabus, si vous ne l'avez pas, vous pourrez me le dire et je vais vous l'envoyer, le programme détaillé. Et donc, vous allez voir dans ce syllabus-là les choses que nous allons voir. Donc, ça sont les modules futurs. Alors, sur ce, merci de votre audience et à vos questions. Alors, pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à déconnecter vos micros. Excusez-moi, connecter vos micros, les rendre, voilà, permettre que vous puissiez parler et puis voilà, poser les questions. Et j'aimerais s'il vous plaît que vous vous présentiez et avant de poser vos questions. Ok, super Roselyne. Mhm, mhm. Oui, oui, très bien. Mhm, mhm, mhm. Wow, ça c'est une question de séminaire. D'accord. Juste pour la petite parenthèse, Roselyne Codieu est ma voisine de CE2. C'est une amie que je connais depuis que je suis petit. Voilà. Et donc, Roselyne, je suis très content et très honoré de ta présence ici. Voilà. Depuis on a fait la maternelle ensemble aussi, effectivement. Il y a les photos pour prouver, Roselyne. D'accord. D'accord. Alors, je, personnellement, je n'aime pas trop cracher en fait sur des logiciels, surtout quand des gens maîtrisent ça. Voilà. Mais vous savez, ce sont des choses en fait que peut-être que j'aurais dû ajouter ça dans la présentation d'aujourd'hui. Mais tout ce qui est logiciel où on doit prendre la souris, cliquer ça et là, de façon générale, ce n'est pas recommandé en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, Excel, c'est impossible en fait de dépasser Excel en matière de nombre de personnes qui utilisent. Voilà. Mais c'est beaucoup mieux de pouvoir coder en fait pour pouvoir faire ce qu'on veut. Alors, s'il arrive à faire ce qu'il fait déjà avec VBA, c'est superbe. Mais je vais dire, apprendre R ou Python ou quelque chose d'autre, ça va ouvrir en fait un nouveau monde. L'exemple que j'aime donner, c'est la chose suivante. Vous savez, quand vous cliquez sur un bouton sur Excel ou sur tout le programme que vous utilisez, en fait, c'est un code qui est derrière qui est exécuté pour vous. Alors, c'est comme si, par exemple, si vous venez chez moi, je vous disais au début que je suis mi-camerounais, si vous venez chez moi à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke, et que vous voulez vous exprimer, par exemple, euh, il n'est il n'est pas recommandé, surtout si vous allez passer beaucoup de temps là-bas, il n'est pas recommandé d'avoir une feuille où est écrite toutes les phrases possibles que vous pouvez dire pour pouvoir vous exprimer. Il est mieux recommandé d'apprendre la langue en fait pour pouvoir vous exprimer. Utiliser VBA avec Excel, c'est un peu comme avoir une longue liste de beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est-à-dire chaque bouton a sa chose qu'elle fait. On dit un bouton, excusez-moi, donc a sa chose qu'il fait. Et donc, c'est un peu comme avoir une liste de beaucoup de phrases. J'ai faim,
où se trouve le marché, et ainsi de suite. Quand on apprend à coder, ça permet d'apprendre la grammaire d'une syntaxe, donc d'un langage, et de pouvoir s'exprimer dans cette langue-là et dire ce qu'on veut dire en fait. Donc je vais dire, c'est beaucoup plus, ça ouvre en fait un champ beaucoup plus grand en fait lorsqu'on apprend des langages comme R en fait. Donc c'est ce que je dirais à ton ami. Et s'il veut échanger avec moi, je suis vraiment open pour lui donner plus de détails. Je, je, je t'en prie, Roselyne. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Nous sommes dans la période de questions-réponses. Vas-y. Je, non, non, je pense que tu as donné toi-même la réponse en fait à ta question. En parlant d'analyse beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée et tout ça, effectivement, c'est ce que R te permet de faire. Et, oui, 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 parfaitement. C'est ce que R te fait. C'est ce que R te permet de faire. C'est ça, c'est ça. Eff- oh, ouais. Donc, R te fait cette automatisation. Uh-huh. Mhm. Effectivement. C'est ça, c'est ça. Donc, à la base, en fait, c'est l'idée, en fait. Comme je dis, tu as la réponse à ta question, hein, Patricia. Euh, tout ce qui est analyse détaillée, analyse en profondeur, tout ça, c'est ce que R fait. Donc, ce que VBA fait, R fait, mais ce que R fait, VBA ne fait pas nécessairement. C'est surtout ça, en fait. Et R t'ouvre un champ beaucoup plus grand. Donc, c'était ça, en fait, le résumé, en fait, de la réponse que j'ai donnée. Donc, ce que tu dis, c'est parfaitement ça, en fait. C'est la réponse. Mhm. Mhm. Zimbabwe. Zimbabwe. Mhm. C'est ça. C'est ça. Mhm. Oui, oui, en fait, c'est pas que. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'outils, en fait. Il y a beaucoup d'outils. En fait, moi, comme je dis, je parle de. C'est comme je donnais l'exemple de la liste de phrases que tu peux dire. Tu vois. Voilà, avec ma liste de phrases, je peux avoir dans cette liste-là, j'ai faim, je veux ci, je veux ça. En fait, donc ces phrases-là seront là. Cependant, est-ce que tu veux avoir une liste de phrases ou est-ce que tu veux savoir parler en fait la langue? C'est surtout ça. Sinon, oui, effectivement. Donc, je suis pas en train de dire que que ce qui est fait par Excel, par exemple, voilà, donc que peut-être R peut faire mieux ou quoi. Non, déjà les mêmes choses R peut faire, mais effectivement R peut faire d'autres choses que Excel ne peut pas nécessairement faire. Voilà, donc ça dépend vraiment de toi. Il y a des gens qui sont confortables en fait, ils sont à l'aise dans leur situation. Bon, ils utilisent leur truc depuis et ça marche. Voilà, mais maintenant je parle d'aller au cran supérieur en fait, où on apprend un langage d'analyse de données et on arrive à faire des choses avec que VBA ne peut pas faire. Par exemple, en parlant de reporting et tout ça, pour ton reporting, je pense que tu vas peut-être utiliser Word ou bien avec Excel, tu ne peux pas faire des applications web, par exemple. Je vais vous montrer des applications web pour voir où les crimes se trouvent, ce genre de choses-là. Voilà, ce sont des choses que tu peux pas faire avec VBA. Donc, je parle en fait d'élargir son champ d'action, en fait, et ne pas juste rester à ce que tu fais seulement avec VBA. C'était surtout ça l'essentiel de ma réponse. Vas-y. Non, ça je connais pas du tout. J'ai jamais entendu. Mhm. Mhm. J'ai jamais entendu.
D'accord. Les tableaux croisés dynamiques, R fait ça de façon impeccable en fait. Si c'est ce que ça fait, R fait ça de façon impeccable. Oui, oui. Mhm. Ok, de rien. Alors, session questions-réponses. Est-ce que vous avez d'autres questions pour moi? Après cette longue présentation que je vous ai fait subir. Oh oui, monsieur Daniel Junior Noamant, qui est un ami personnel. Ah oui, tout ce que tu veux comme extension de données. Tu as des XLS, XLXX qui sont les plus utilisés. Tu peux avoir des fichiers qui rentrent directement dans ta base de données, donc les ODB et tout ça, quel que soit en fait le Database Management System que tu utilises, elle te génère ça, elle te génère toutes sortes d'extensions de données que tu peux imaginer. En plus de ça, pour le reporting, elle te produit des documents en Word, juste pour te dire. Tu as l'extension PDF, ça te fait des choses en HTML. D'ailleurs, la présentation que j'ai faite aujourd'hui, c'est fait avec Remark.js, donc il y a JavaScript, et c'est du HTML à la base avec des codes JavaScript dedans. Mais j'ai pas dû coder en JavaScript, c'est à partir de R que j'ai fait tout ça. Donc, quelles que soient les extensions, en tout cas, voilà, R, selon le package, la lib que tu utilises, comme toi, tu es un codeur, selon la lib que tu utilises, il y a plusieurs extensions que tu peux générer. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est point .r. C'est point .r. C'est ça. Et donc, c'est point .r pour que ça puisse être reconnu par l'IDE en tant que tel. Cependant, à la base, en fait, c'est un fichier texte, hein. Bon, toi, tu es un codeur, tu sais. Voilà, donc tu peux ouvrir ça avec Notepad et tout ça, mais le point .r, c'est pour que l'IDE puisse exécuter le code dedans. Voilà. Et ce qu'on vient de dire, Daniel et moi, Daniel c'est un programmeur en fait. Voilà. Donc ne vous laissez pas intimider si vous ne vous connaissez pas en programmation. C'est pas de ça qu'on va parler pendant la formation. Voilà. Donc je tenais à dire ça. Ok. Daniel, c'est bon? Ok, super. Il n'y a pas de souci. Question-réponse, messieurs et dames. Oui. Ah oui. Donc ami d'enfance aussi, Kevin Aurel Gougou. Comment est-ce que tu vas, frère? Superbe. Je t'en prie. Mhm. 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 Oui. Mhm. Ok, d'accord. En parlant de... Ah, d'accord. Ok, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. Alors, en parlant de business intelligence, en fait, c'est un terme qui parle de l'utilisation des données en vue de l'augmentation de la profitabilité d'une compagnie. Alors, c'est appelé business intelligence, c'est appelé d'autres choses en fait, selon le domaine dans lequel on se trouve ou selon les secteurs dans lesquels on se trouve. Je pense que tu utilises le mot business intelligence surtout parce que tu es un grand utilisateur de Microsoft et donc il y a Power BI et ce genre de choses là. Donc c'est pour ça que tu utilises ce thème. Mais ce thème est différent si tu es dans d'autres cercles en fait. Voilà. Mais à la base, en fait, c'est de l'utilisation de données pour pouvoir produire en fait de la valeur pour ta compagnie afin d'augmenter sa profitabilité. Et oui, R en fait a tous les outils dont tu as besoin pour ça, quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Je présentais tout à l'heure certaines grandes compagnies. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais ça fait 5 ans que Microsoft même a acheté en fait une compagnie de R qui s'appelait Revolution Analytics. Et aujourd'hui, il y a une version Microsoft de R qui s'appelle Microsoft R Open. Voilà, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Mais oui, effectivement, R est... Je t'en prie, je t'en prie. Donc, R, en fait, a tous les outils dont tu as besoin. Voilà, tout ce qui est machine learning, je pense qu'en français, ça se dit apprentissage des machines. C'est-à-dire, il y a des modèles... J'aurais pu présenter des travaux que j'ai fait moi-même. Donc, il y a plein de données qui rentrent dans ton modèle et ça te produit, en fait, des prédictions de qu'est-ce que tu dois faire dans ton entreprise afin de pouvoir, voilà, peut-être éviter que certaines personnes à qui tu donnes des crédits ne te remboursent pas ou ce genre de choses. Oui, oui, R est utilisé comme ça et à très grande échelle en ce moment. Concernant Power Pivot, c'est ce que Patricia disait tout à l'heure, c'est un logiciel que je ne connais pas, mais elle parlait de tableau croisé dynamique. Si c'est ce que Power Pivot fait, effectivement, R en fait
est très bon dans tout ce qui est tableau croisé dynamique et tout ça. Donc R aussi a les capacités pour ça. Superbe, superbe. Ça, c'est une très bonne question. Alors, ce qui est bien avec R, c'est que R ne cherche pas à recréer la roue. Bon, une expression anglaise que je suis en train de traduire. Je ne sais pas si ça se dit comme ça en français. Mais ce qui se passe tout simplement, c'est que pour certaines choses où R sait qu'il y a d'autres langages qui sont très performants, ce que R fait, c'est qu'il intègre ces langages. Donc, dans R, tu peux programmer en fait en SQL. Voilà, on dit SQL souvent ici. Tu peux mettre du JavaScript dedans, tu peux mettre du HTML, même de nouveaux langages comme Rust. Tu peux mettre du Rust dedans, tu peux mettre du Java et tout ça, c'est très possible. Voilà. R lui-même, c'est un langage en lui-même, mais il y a des libres en fait qui te créent des ouvertures pour utiliser d'autres langages. Mhm. C'est ça? Mhm. Uh-huh. Mhm. Non, non, non. Il y a plein de livres qui te font l'intelligence artificielle en ce moment. Donc, reconnaissance d'imagerie, tout ce qui est machine learning, artificial intelligence, bon, deep learning, neural networks, je ne sais pas trop comment on dit ça en français, mais oui, oui, R a de très puissantes librairies qui sont utilisées pour faire l'intelligence artificielle. J'aime moi-même faire en fait quelques projets que j'aurais pu vous présenter, mais oui, oui, R a de très puissantes librairies pour faire de l'intelligence artificielle. Mhm. Je t'en prie. Question-réponse, messieurs et dames. Je suis à votre merci. Euh, je pense. D'accord, il y a quelqu'un qui a dit Nono, tu m'entends. Je pense que c'est la première personne qui a voulu poser la question. Euh, ok, et Ismaël, tu peux poser ta question par la suite. Oui, oui, j'entends très bien. Mhm. Bonsoir. Ok. Ok, très très bonne question. Je me demande même pourquoi est-ce que je n'ai pas ajouté ça dans la présentation elle-même parce que c'est très important. Oui, en fait, nous sommes dans des fuseaux horaires très différents, mais ce qu'on a pu voir dans la carte que j'ai générée presque au début de la présentation, c'est que beaucoup d'entre vous en fait sont à peu près dans les mêmes fuseaux horaires, avec peut-être 1 heure ou 2 heures de différence. Voilà, donc ce qui conviendra de faire, c'est que moi je puisse m'ajuster à ça. Mais pour ceux qui sont intéressés, en fait, ça c'est une session d'information générale. Mais pour ceux qui sont intéressés, bien sûr, on va essayer de dimensionner ça par rapport à ceux qui sont là. Mais bien sûr, vous êtes tous des professionnels, donc ça veut pas, vous allez payer de l'argent pour une formation, donc il faudrait que vous puissiez être formé. Donc ça veut dire que il y a des fois où peut-être le bureau va demander que vous rentriez à la maison un peu plus tard, et si ce jour-là vous n'arrivez pas à suivre la formation, toutes les formations en fait seront enregistrées et les vidéos seront fournies aux personnes qui ont manqué en fait pour le jour. Voilà. Donc je ne compte pas nécessairement donner tous les enregistrements à tout le monde, mais pour les jours en fait où quelqu'un est absent, cette personne-là aura la vidéo de ce jour-là. Alors, date prévisionnelle, en fait, on va dire troisième semaine de mai. Donc, c'est vraiment, et cette session d'information-là, je la fais un peu plus tôt. Je compte, si possible, si la demande y est, en faire une deuxième pour d'autres personnes qui seraient peut-être intéressées. Voilà, mais on va dire troisième semaine de mai. Mais bien sûr, aujourd'hui, on va maintenir les contacts et je pourrai vous mettre vous dire comment est-ce que les choses vont se passer au fur et à mesure. Je tiens aussi à vous demander de, s'il vous plaît, dans le chat, mentionner vos noms et vos adresses email, s'il vous plaît, afin que je puisse avoir les contacts de tout le monde et vous mettre à jour au fur et à mesure que les choses vont passer. Merci beaucoup. J'ai répondu à ta question, Jean-Yves? Ok, super. Alors, j'avais prévu qu'on fasse environ 1h30 en fait de session. Nous avons 10 minutes de plus, mais si bien sûr il y a plus de questions, on peut passer plus de temps. Ah, mais Ismaël, je pense que tu voulais poser une question. Ah, d'accord. D'accord. C'est, c'est-
Mhm. D'accord. Alors, d'accord, c'est une très bonne question. Dans la formation, je disais, ça sera plus de 20 heures, et ça, c'est sans compter les fois où, à l'extérieur de la formation, je serai avec vous, répondre à vos questions, ce genre de choses-là. Voilà. Alors, après la formation, moi, ça fait environ, j'ai commencé R en 2011, donc ça fait, disons, 10 ans que je code en R. Mais j'apprends toujours, en fait. Donc, alors, est-ce que vous aurez un niveau potable avec lequel vous pourrez faire du travail? Oui, vous l'aurez. Je ne suis pas en train de dire que vous aurez mon niveau à la fin de la formation parce que je fais ça depuis 10 ans. Il n'y a pas un domaine dans le monde où l'expérience ne vous permet pas de continuer à avancer en fait. Voilà, donc je ne suis pas en train de vous dire que vous serez à mon niveau après 20 heures de formation. Non, mais est-ce que vous aurez le niveau en fait pour pouvoir prendre des données, les importer, les analyser, les transformer, les nettoyer, les visualiser et puis faire du reporting? La réponse est oui. Et c'est de ça qu'on a besoin en fait. Voilà. Et donc, oui, la réponse est oui. C'est une très bonne question, Ismaël. Mhm. Alors, question-réponse. Alors, je vous prie encore une fois, hein, s'il vous plaît, de mettre vos emails en fait dans le chat pour que on puisse maintenir le contact en fait. Mais pendant que certaines personnes me posent aussi des questions. Oh. Oui, Monsieur Manila Kanla. Mhm. Je pense que vous avez des problèmes de connexion. Ou est-ce que c'est moi seul qui n'entend pas bien? Je pense que vous avez des soucis de connexion. Euh, hmm. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire, est-ce que je suis le seul qui n'arrive pas à l'entendre bien? Oui, 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 Junior. D'accord, d'accord, c'est ce qu'il vient de faire. Monsieur Manela, nous sommes à votre écoute. Ça va un peu mieux, on va essayer. Ou si vous voulez, si vous entendez bien ce que je dis, vous pouvez peut-être poser la question en fait par écrit, si vous voulez bien. Et dès que je vois votre question, je pourrai répondre. Parce qu'en fait, il y a des coupures dans votre intervention. Donc ça fait qu'on n'arrive pas à vous entendre de façon fluide. Donc essayez s'il vous plaît d'écrire votre question et je me ferai un plaisir de répondre. Ah oui, je pense que c'est beaucoup mieux maintenant. C'est beaucoup mieux. Mhm. Super, super. Mhm. Mhm. Je vous en prie. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. On vous entend là en ce moment. Mhm. 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 D'accord. Alors, les opportunités que vous pourrez avoir. Ah, ok, allez-y. Mhm. C'est ça. Mhm. Ok, là, je pense qu'on est en train d'avoir quelques petits problèmes. Mais si j'ai bien compris en fait votre question, vous aimeriez bien savoir quelles sont les opportunités que vous pourrez avoir une fois que vous avez appris R. Ah, ok. Je pense que là, la connexion est vraiment en train de nous faire des siennes. Alors, Monsieur Moral Gay, je pense que vous m'avez envoyé, on a échangé par email. Si vous le permettez, juste après cette présentation, je vais vous appeler et donc on pourra échanger comme ça, si vous voulez bien. Oui, mais je sais pas, le retour est un peu bizarre. Je pense que je suis pas le seul à voir ça en fait. Mhm. D'accord, donc je viens de voir votre message. Donc, juste après la présentation, je vous envoie un email et on s'échange les numéros. Je vous appelle et on pourra échanger sans aucun problème. Mhm. Mais en matière d'opportunités, si je dois répondre à ça, peut-être pour tout le monde, c'est tout simplement que
Les opportunités que R va ouvrir, c'est toutes les opportunités que la data science ouvre aujourd'hui. Et comme je vous disais, c'est un monde en fait où la data science est très en vogue. Les gens en data science sont recherchés. Je vous disais que moi, économiste, on me tire en géophysique, on me tire en médecine, on me tire en épidémiologie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'y connaissent en data science, surtout avec le code, parce que c'est ce qui est recherché. Et le peu de personnes qu'il y a qui s'y connaissent en fait en ça sont hautement recherchées. Et donc, les opportunités que R va vous offrir, ce sont les opportunités que la data science vous offre de façon générale, parce que c'est ce que vous allez apprendre avec R. Donc, c'est une réponse en fait succincte à la question que vous avez posée. Mais lorsque nous serons en ligne, vous et moi, je vais peut-être répondre à des questions plus spécifiques, les parties que je n'ai pas entendues. Alors, nous sommes toujours au volet questions-réponses. Je pense que les questions sont en train d'être épuisées peut-être, mais je suis toujours disponible si vous avez des questions. Alors, pour les personnes qui n'ont pas... il y a un prospectus qui a beaucoup tourné. Je pense que beaucoup d'entre vous ont vu ce prospectus-là. Mais je donnais mon numéro de téléphone et donc je vais le donner dans le chat. Et vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou sur Telegram et on peut continuer en fait l'échange comme ça. Pour ceux qui m'ont laissé leur email, je vais maintenir le contact avec vous pour vous donner des mises à jour par rapport à tout ce qui va suivre. Et si vous êtes effectivement intéressé, j'aimerais que vous puissiez tout simplement me le faire savoir parce que la formation, je n'aimerais pas avoir trop d'étudiants pour cette première formation-là. Donc, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, contactez-moi et réservez vos places. Cependant, je vais vous tenir informé, surtout faire des sondages avant que le jour, la troisième semaine de mai n'arrive. Les sondages, ça sera surtout pour quelles sont les heures qui vous arrangent, quels sont les jours qui vous arrangent, ce genre de choses-là. Voilà, on fera ça comme ça. Alors, Stan demande est-ce que R permet l'acquisition de données via NoSQL? Oui, oui, oui. Donc, tu as des connexions directes avec des bases de données, en fait, que tu peux faire à partir de R. Et puis, en fait, il y a même un package qui est très intéressant qui te permet de, à partir de R, faire l'analyse directement sur la base de données au lieu d'importer, en fait, la base de données sur ton ordinateur physique. Voilà, donc tu as des packages comme ça qui te permettent de faire des choses assez intéressantes. Un peu comme SQL fait ça. R a des packages, en fait, comme ça aussi. Voilà. Ça, c'était pour la question de Stan Cassi. Voilà. Alors, je vois qu'il n'y a plus trop de questions. Donc, je pense que je vais arrêter le massacre parce que ça fait 1h30 que vous êtes en train de m'écouter. Voilà. Je tiens, s'il y a des questions, en tout cas, vraiment, je suis ouvert à ça. Mais je tiens à vraiment vous remercier pour le temps que vous avez mis à part en ce dimanche pour suivre cette présentation. Je vous promets que c'est une très grosse opportunité et que les tarifs sont très compétitifs. Je vous ai présenté un peu ce qui est fait dans d'autres entreprises et tout. Voilà. Et donc, encore une fois, pour ceux qui seront intéressés, voilà, n'hésitez pas du tout à me contacter. Je vous ai laissé mon numéro de téléphone dans le chat pour ceux qui n'ont pas eu le prospectus. Voilà, et donc des mises à jour vous seront faites. Alors, pour une dernière fois, je vais demander, est-ce que quelqu'un a une question bien précise? Ah oui, Mr. Lamine Gendo. Mhm. C'est ça. Ah, mhm. C'est ça. C'est ça. Ok, très bonne question, Monsieur Gendo. Alors, permettez-moi de vous poser la question. Est-ce que vous êtes économiste peut-être? Ah, data manager, ok, d'accord. Oui, en fait, oui. J'ai utilisé Stata dans le passé. Oui, R en fait est beaucoup plus avancé que Stata. J'ai demandé si vous êtes économiste parce que Stata c'est le langage favori des économistes de façon générale. C'est pour ça que j'ai demandé. Voilà. Donc oui, R est beaucoup plus avancé que Stata. Juste pour vous donner l'exemple. La Réserve fédérale de l'État de New York utilisait Stata pour tout ce qui est data science. Et ça fait 3 ans maintenant qu'ils ont changé en R. Juste pour vous dire, la Réserve fédérale, donc la Banque centrale, si vous voulez, la représentation locale de la Banque centrale des États-Unis, à New York, utilisait Stata, mais depuis 3 ans, ils utilisent R à cause de tous les avantages que R présente. Comme je vous dis, R, c'est un écosystème. Voilà. Il y a des épidémiologistes qui utilisent, il y a des économistes, quel que soit. Il y a des, alors, ma soeur, Roselyne, qui est connectée, qui est littéraire, R est utilisé dans la littérature pour faire tout ce qui est ce qu'on appelle analyse de sentiments et ce genre de choses. Donc R, si vous voulez, c'est un couteau suisse en fait. C'est un package, c'est un écosystème.
Voilà. Et il permet de faire beaucoup plus de choses que Stata, effectivement. Et là, je vous dis ça par expérience personnelle, en fait. Donc, effectivement, c'est le cas. Je vous en prie, Monsieur Gendo. D'accord. Je disais que c'est la dernière fois. Je vais te demander une dernière fois est-ce qu'il y a des questions. Et après ça, on va se dire donc au revoir. À moins que peut-être certaines personnes voudraient rester pour poser d'autres questions, je ne sais pas. Ok, d'accord. Ah oui. Ah oui. Avec le patron. Avec le patron. Yeah. Merci. Merci. Ok. Merci beaucoup, chérie. Voilà. Donc, ok. Donc, je pense sur ce, je vais juste dire au revoir à tout le monde. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir participé. Alors, il est midi 32 ici. Donc, nous sommes GMT-5 en ce moment. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'ai été honoré par votre présence. Nous avons été honorés par votre présence à cette session d'information. Je disais tantôt, n'hésitez pas à me faire signe toutes les fois que vous aurez des questions additionnelles. Et donc, ça sera un plaisir pour nous de répondre à vos différentes questions. Donc, passez une très bonne fin de dimanche. Et puis, très bonne semaine à vous. Et au plaisir de se revoir très prochainement. Merci beaucoup. Bye bye à tous. Ok. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup. Ok, bye bye. Interaction. Ah, tu as vu qu'on n'a pas pu faire ça. Elle n'a pas encore ces choses-là, mon frère. Elle n'a pas encore ces packages-là. Ok, d'accord, pas tout. Merci bien. Mhm. D'accord, ça marche, ça marche. Donc je suis là jusqu'à ce que tout le monde s'en aille, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent rester pour poser des questions, donc je suis là jusqu'à ce que tout le monde s'en aille. Ah, excusez-moi, je pense qu'il y a Brahma Diarra qui veut poser une question. Je vous en prie, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mhm. Merci beaucoup. Ah, bonne soirée à vous aussi. Merci infiniment.